Le silence d'une église peut parfois peser plus lourd que des années de cris, plus lourd que des millions de regards, plus lourd même que toute une époque qui a fait d'une femme un spectacle avant de l'oublier. Le 10 avril 2026, à l'église Sainte-Réparate de Nice, il n'y avait presque rien, sinon des visages fermés, des fleurs blanches, des épaules secouées de sanglots retenus. Pas de musique grandiose, pas d'effets, pas d'écran. Et pourtant, au cœur de cette cérémonie funèbre consacrée à Loana Petrucciani, première icône absolue de la télé-réalité française, une seule phrase allait faire trembler toute la France. « Maman, je t'aime. » Trop tard. Selon une personne présente dans la nef ce matin-là, il n'a pas fallu davantage. Pas de mise en scène, pas de pathos fabriqué, pas de commentaires. Juste cette phrase, tombée dans le silence comme une pierre dans l'eau noire, et tout a basculé. En quelques mots, c'était 25 ans de blessures, d'éloignement, de honte, de manque, d'amour empêché et de regrets irréparables qui remontaient à la surface. Ce moment avait plus de puissance que n'importe quel documentaire, plus de vérité que tous les plateaux télé qui avaient disséqué la vie de Loana sans jamais vraiment la sauver. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire insoutenable. Car à travers ce dernier adieu, ce n'est pas seulement le destin d'une célébrité brisée qui nous saute au visage. C'est aussi le procès moral d'un système, d'une industrie, d'un voyeurisme collectif qui consomme les failles humaines avant de détourner les yeux. Alors une question s'impose, douloureuse, implacable. Comment la femme qui avait été regardée par des millions de Français a-t-elle pu mourir si seule? Et pourquoi a-t-il fallu ces funérailles pour que sa fille dise enfin ce que tout un pays refusait d'entendre? À Nice, ce matin-là, l'air semblait figé. Le soleil lui-même paraissait déplacé, presque indécent, tant la ville offrait un contraste cruel avec la gravité du moment. Dans l'église, certains visages venaient du passé médiatique de Loana, d'autres du cercle plus intime, plus discret, plus abîmé. Il y avait ceux qui l'avaient connue au sommet, lorsqu'elle était ce visage blond devenu en quelques semaines le miroir d'une France fascinée. Il y avait aussi ceux qui l'avaient croisée après, dans la longue descente, à travers les rechutes, les détresses, les appels à l'aide à peine formulés, les disparitions temporaires, les retours fragiles. Tous semblaient habités par la même pensée muette. Comment en est-on arrivé là? Parce que Loana, à l'origine, n'était pas censée devenir un symbole tragique. Elle était entrée dans l'histoire médiatique comme on entre dans un accident collectif sans en mesurer les conséquences. En 2001, lorsqu'elle participe à Loft Story, elle n'a que 20 ans. 20 ans. Il faut s'arrêter sur cet âge, tant il éclaire tout le reste. 20 ans, c'est encore l'âge des fragilités mal cachées, des choix qu'on croit libres alors qu'ils sont déjà dictés par le manque, par la peur, par le besoin d'être vu, aimé, reconnu. Et c'est avec cette innocence mêlée de vulnérabilité qu'elle apparaît sur les écrans. Très vite, elle devient autre chose qu'une candidate. Elle devient un phénomène national. Pourquoi elle plutôt qu'une autre? Pourquoi des millions de téléspectateurs ont-ils projeté sur cette jeune femme une telle intensité émotionnelle? Peut-être parce qu'elle ne semblait pas jouer. Dans un dispositif déjà fondé sur l'exposition permanente de soi, Loana apparaissait comme une vérité brute. Elle donnait le sentiment de ne pas savoir se protéger. Son regard, ses hésitations, sa douceur, sa maladresse parfois, sa manière d'habiter la lumière comme si elle risquait à tout instant de s'y brûler, tout cela fascinait. Le public croyait la découvrir, mais ce qu'il faisait en réalité, c'était consommer sa porosité au monde. Elle n'était pas seulement populaire, elle était offerte. Et c'est là que l'envers du décor commence. Car pendant que la France suivait Loft Story comme un feuilleton national, un autre récit, bien plus intime, bien plus violent, restait en arrière-plan. Loana était déjà mère. Sa fille, Mindy, était née en 1998, alors que Loana n'avait elle-même que 20 ans. Une enfant venue dans un moment de précarité, de confusion, de solitude. Une enfant qu'elle n'était pas prête à élever et qu'elle avait confiée à la DDASS, l'aide sociale à l'enfance. Ce choix, qui relevait à la fois de la détresse, de l'impuissance et d'un certain instinct de survie, était probablement l'une des plaies les plus profondes de sa vie.
Dans une société lucide, ce passé aurait dû être approché avec pudeur. Dans une société digne, il aurait dû être protégé. Mais la télé-réalité naissante ne voulait pas de pudeur. Elle voulait des révélations, des failles, des secousses. Et lorsque ce secret maternel est exposé au grand jour pendant la période Loft, le choc est immense. Pour le public, c'est un coup de tonnerre. Pour Loana, c'est un effondrement intérieur. Comment ne pas voir, avec le recul, la violence de cette mise à nu? Comment ne pas comprendre qu'à cet instant précis, on ne révélait pas simplement un élément biographique, mais qu'on arrachait à une jeune femme l'une des douleurs les plus enfouies de sa vie pour la livrer à l'appétit national? Ce n'était plus de l'information. Ce n'était plus même du divertissement. C'était une exposition sacrificielle. Ce jour-là, quelque chose s'est fêlé de manière irréversible. La célébrité de Loana ne l'a pas construite. Elle l'a agrandie aux yeux de tous, tout en la fragilisant à l'intérieur. Son visage devenait connu de tous, mais son espace de respiration se rétrécissait. Elle était partout, et déjà, peut-être, de moins en moins à elle-même. Puis est venu l'après. Et l'après, dans ce genre d'histoire, est souvent l'endroit où le vrai drame commence. Il existe une cruauté particulière dans la célébrité instantanée. Elle vous donne tout à la vitesse de l'éclair, puis vous demande de tenir seul sous le poids de ce qu'elle vous a déposé entre les mains. Devenir une figure nationale en quelques semaines n'a rien d'un conte de fées lorsque rien, psychologiquement, affectivement, humainement, ne vous a préparé à survivre à cette métamorphose. Loana sort de Love Story avec un nom devenu marque, avec une image déjà figée, avec une charge symbolique énorme. La jeune femme fragile que le public avait adorée devient en même temps une cible, une proie médiatique, un sujet permanent. On l'invite, on la commente, on la suit, on la photographie, on l'interprète. Puis viennent les écarts, les chutes, les fragilités qui ne trouvent plus d'abri. Les addictions s'installent comme une réponse muette à une douleur que personne ne veut entendre jusqu'au bout. La solitude, elle, n'a pas besoin d'annonce. Elle travaille dans l'ombre. Elle s'installe après les émissions, après les flashs, après les soirées, après les promesses d'accompagnement. Elle s'installe quand la personne publique doit redevenir un être humain ordinaire, mais qu'on l'a privé depuis longtemps d'une existence ordinaire. Loana paie tout au prix fort. Sa santé se dégrade, son corps fatigue, son esprit aussi. L'image de la femme lumineuse des débuts laisse place, au fil des années, à celle d'une survivante par intermittence. Elle réapparaît, tente de se reconstruire, disparaît à nouveau. Chaque tentative de retour ressemble à un appel, chaque rechute à une confirmation que quelque chose, au fond, n'a jamais été réparé. Et dans cette histoire, il y a une absence autour de laquelle tout gravite, celle de Mindy. Mindy grandit loin de sa mère, loin des caméras, mais pas loin de leurs conséquences. Car l'abandon, ou ce qui est vécu comme tel par un enfant, ne reste jamais abstrait. Il s'incarne dans des questions répétées en silence. Pourquoi elle n'a pas voulu de moi? Pourquoi elle ne m'a pas gardé? Pourquoi les autres avaient une mère et pas moi comme il faut? On imagine facilement la colère. Mais ce serait trop simple de ne parler que de colère. Il y avait aussi la honte, sans doute, la confusion. Le sentiment d'être lié à une femme que tout le monde croyait connaître alors qu'elle, sa propre fille, grandissait dans l'absence et dans le manque de réponse. Ce que vit Mindy n'a rien d'un simple conflit familial. C'est une fracture identitaire. Être la fille d'une femme célèbre, adulée puis humiliée, commentée puis délaissée, ce n'est pas seulement porter un nom, c'est hériter d'un chaos qui n'est pas le sien tout en devant s'y construire. Mindy n'a pas grandi avec une mère. Elle a grandi avec une silhouette médiatique, avec des récits fragmentés, avec des vérités contradictoires, avec des blessures qui ne cicatrisaient pas. Oui, Loana a tenté de renouer. À plusieurs reprises, au fil des années, elle a cherché à se rapprocher de sa fille. Pas toujours de la bonne manière, pas toujours au bon moment, pas toujours avec les mots justes. Mais elle a essayé. Seulement voilà, certaines distances ne se comblent pas avec de la bonne volonté tardive. Lorsqu'un lien a été lacéré par le manque, il ne suffit pas de tendre la main pour qu'il se répare. En face, il y a une fille devenue femme, avec sa propre mémoire de la douleur, sa propre défense, sa propre fatigue.
Chaque tentative de rapprochement portait en elle le poids de tout ce qui n'avait pas eu lieu. Et c'est sans doute là l'un des aspects les plus cruels de cette histoire. Deux êtres reliés par le sang, traversés par une forme d'amour impossible, chacun prisonnier de sa propre blessure, se regardant de loin sans parvenir à franchir l'abîme. N'est-ce pas là une tragédie plus universelle qu'on ne veut bien l'admettre? Combien de familles vivent cela en silence, sans caméra, sans une de magazine, sans que personne ne vienne donner un nom au désastre? Avant sa mort, Loana avait, selon plusieurs proches, exprimé encore une fois son désir de revoir Mindy. Un désir simple, presque nu, dépouillé des artifices médiatiques. Elle voulait la voir, lui parler, peut-être demander pardon, peut-être simplement être là. Mais la vie n'attend pas que les êtres soient prêts. Et certaines réconciliations restent suspendues jusqu'au dernier instant, comme des ponts jamais terminés au-dessus du vide. Puis vient ce que personne ne devrait connaître, la mort solitaire. Loana meurt à Nice à 48 ans. Son corps est retrouvé après plusieurs jours. Rien que cette information glace. Comment une femme connue de tous, autrefois regardée par des millions de personnes, peut-elle disparaître dans un tel silence? Comment celle dont le visage fut un événement national a-t-elle pu quitter le monde sans qu'une présence immédiate manque assez vite pour forcer une porte, appeler plus tôt, s'inquiéter plus fort? La réponse est insoutenable parce qu'elle dépasse le seul cas de Loana. On peut être immensément visible et terriblement seul. On peut être un souvenir collectif et ne plus avoir personne, au quotidien, pour vérifier que la vie tient encore. Et c'est ici que le récit bascule du drame intime vers l'accusation sociale. Car Loana n'est pas morte seulement d'un accident de parcours, d'une mauvaise rencontre avec la célébrité, d'une succession de douleurs individuelles. Elle est aussi morte dans un climat général d'indifférence, d'usure, de lassitude collective face aux femmes qui tombent. Une société entière peut regarder une femme se désagréger pendant des années à condition que cette désagrégation reste racontable, montrable, monnayable. Tant qu'il y a des images, des commentaires, des séquences, le système continue. Mais lorsque l'être humain derrière le personnage demande un secours véritable, durable, profond, il n'y a plus grand monde. Comment ne pas penser à ces images de Loana, vulnérable, perdue, souvent regardée comme une curiosité tragique? Comment ne pas voir, derrière la machinerie parfaitement huilée de l'exposition médiatique, autre chose qu'une industrie du déclin social, une usine où l'on transforme les failles en contenu? Le voyeurisme n'est pas un concept abstrait. Il a des visages, des relais, des responsabilités. Il se nourrit de notre attention et se protège derrière notre prétendue compassion. Loana a été l'un des premiers grands visages de cette ère. En cela, elle a presque servi de prototype. Son histoire annonce celle de tant d'autres, et plus largement encore, celle de notre époque entière. Car 25 ans après Love Story, le modèle n'a pas disparu. Il s'est dissous partout. Les réseaux sociaux ont généralisé la logique du loft. Chacun s'expose, chacun observe, chacun juge, chacun devient à la fois spectateur et sujet d'expérience. L'intimité n'est plus seulement un refuge. Elle est devenue une monnaie, un risque, une scène permanente. Alors, lorsque Loana meurt seule, ce n'est pas seulement la fin d'une célébrité fatiguée, c'est la révélation brutale d'un échec collectif, un échec à protéger, un échec à comprendre, un échec à distinguer la fascination de la sollicitude réelle. Et pourtant, le moment le plus bouleversant n'était pas encore venu. Au milieu de la cérémonie à Sainte-Réparate, lorsque les regards étaient baissés et que la fatigue des larmes rendait les corps presque immobiles, Mindy s'est avancée. Mindy, la fille absente. Mindy, la fille tenue à distance par les circonstances, par les institutions, par les blessures anciennes, par la colère, par les rendez-vous manqués, par tout ce que le temps n'avait jamais réussi à recoudre. Ceux qui la voyaient ce jour-là ne regardaient pas seulement une femme en deuil, ils regardaient l'enfant invisible de toute cette histoire, celle dont on parlait depuis des années sans presque jamais l'entendre. Et c'est là que sa prise de parole a fait vaciller l'Assemblée. Elle n'a pas adopté le ton des hommages convenus. Elle n'a pas cherché à réécrire le passé. Elle n'a pas maquillé la vérité. Au contraire, elle a prononcé des mots que beaucoup redoutaient,
parce qu'ils avaient la simplicité terrible de ce qui est vrai. Dans l'église, sa voix aurait tremblé dès les premières secondes, mais sans jamais se dérober. Puis elle a lu ce texte, qui allait bientôt bouleverser bien au-delà des murs de Saint-Tréparate. Maman, aujourd'hui, je me tiens ici, non pas comme une fille exemplaire, car je n'ai jamais vraiment été ta fille de la manière dont les gens l'imaginent. Nous avons vécu presque toute une vie séparée. Tu m'as mise au monde alors que tu étais trop jeune, et j'ai grandi dans les maisons des autres, avec des questions sans réponse. Pourquoi maman ne m'a-t-elle pas gardée? J'ai longtemps été en colère contre toi. En colère parce que je croyais que tu avais choisi les projecteurs plutôt que mes bras. En colère parce qu'à chaque fois que tu as essayé de t'approcher, je t'ai repoussé encore plus loin. Mais aujourd'hui, maintenant que tu es partie pour toujours, je comprends enfin que toi aussi, tu étais une femme seule, engloutie par la vie et par la célébrité. Maman, je te demande pardon de ne pas avoir été près de toi dans tes dernières années. Je te demande pardon d'avoir laissé les vieilles douleurs recouvrir l'amour que tu as toujours eu pour moi, même si tu ne savais pas le montrer. S'il existe une autre vie, j'espère que nous pourrons être mère et fille une seconde fois. Et cette fois, je ne te manquerai pas. Au revoir, maman. Je t'aime. Trop tard. Il y a des discours qui impressionnent, et il y a des paroles qui désarment. Celle-ci appartenait à la seconde catégorie, parce qu'elle ne blanchissait personne et n'accusait pourtant plus personne, parce qu'elle contenait la colère, l'abandon, la lucidité, le pardon et le regret dans une même respiration. Parce qu'elle disait tout ce que les commentaires médiatiques n'avaient jamais su formuler, et surtout parce qu'elle brisait une illusion tenace. Non, l'histoire de Loana n'était pas seulement celle d'une star déchue, c'était l'histoire d'une mère et d'une fille empêchées de se trouver. Un proche présent ce jour-là la résumait d'une phrase presque déchirante. On n'entendait plus une église, on entendait une vie entière demander pardon. Voilà pourquoi tant de personnes n'ont pas pu retenir leurs larmes, pas seulement parce qu'une fille disait enfin « je t'aime » à sa mère morte, mais parce que cet amour arrivait chargé de toutes les années perdues. Et peut-être n'existe-t-il pas de douleur plus aiguë que celle-là. Reconnaître l'amour, quand il est déjà trop tard pour le vivre. Ce discours, en réalité, agit comme un miroir tendu à chacun de nous. Qui n'a jamais laissé une blessure ancienne parler à sa place? Qui n'a jamais différé un appel, un message, une visite, en croyant confusément qu'il resterait du temps? Qui n'a jamais pensé qu'un lien de sang survivrait de lui-même à l'usure des silences? La parole de Mindy est celle d'une fille, oui, mais elle est aussi une alarme adressée à tous. Et c'est là que cette histoire devient plus vaste que le seul destin de Loana. Car que nous raconte-t-elle au fond? Elle nous raconte la fabrication d'une idole fragile, puis l'abandon progressif de cette même idole lorsqu'elle ne correspond plus au récit rentable. Elle nous raconte la maternité impossible d'une très jeune femme sans ressources suffisantes dans un monde qui juge plus vite qu'il ne soutient. Elle nous raconte la violence avec laquelle les secrets les plus douloureux peuvent être transformés en spectacle. Elle nous raconte enfin la transmission du manque. Une mère blessée, une fille élevée dans la distance, et entre elles, un amour trop longtemps empêché pour devenir simple. Il faut dire aussi ce que beaucoup n'osent formuler clairement. Loana a été regardée avec une dureté particulière parce qu'elle était une femme. Une femme vulnérable, sexuelle, populaire, visible, parfois perdue, parfois incohérente, parfois abîmée. Une femme qu'on a adorée pour sa transparence, puis punie pour cette même transparence. Une femme dont les failles ont été moins soignées que commentées. Une femme dont la déchéance a longtemps intéressé plus que la reconstruction. Là encore, la responsabilité n'est pas abstraite. Elle est diffuse, collective, confortable. C'est la responsabilité de ceux qui exploitent, bien sûr, mais aussi celle de ceux qui consomment sans interroger ce qu'ils regardent. Et puisque nous parlons comme dans un récit de chaîne YouTube consacré aux célébrités, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de la mise en perspective. Combien de fois avons-nous cliqué sur une vidéo, partagé une image, commenté une chute, en nous racontant que ce n'était que de l'actualité people? Combien de fois avons-nous appelé « destin chaotique » ce qui relevait en réalité d'une immense détresse humaine? À partir de quel moment le divertissement cesse-t-il d'être innocent? Loana est devenue célèbre dans un laboratoire télévisuel. Mindy, elle, a grandi dans les débris de ce laboratoire.
C'est sans doute la phrase la plus terrible que l'on puisse écrire sur cette affaire. L'une a été happée par la lumière, l'autre a vécu dans son ombre. L'une a cherché l'amour du public, l'autre a grandi avec la question du manque maternel. Et au bout du chemin, il leur a fallu un cercueil pour que leurs vérités se rencontrent enfin dans la même pièce. Ce qui bouleverse encore davantage, c'est que le discours de Mindy n'efface pas la faute du passé. Il ne transforme pas magiquement la douleur en conte réparé. Il reconnaît l'irréparable. Il accepte que certaines histoires n'aient pas de dénouement heureux, seulement des mots tardifs pour faire moins mal au néant. C'est peut-être cela qui a tant touché les Français. Non pas l'idée naïve d'une réconciliation posthume, mais la beauté tragique d'une lucidité enfin formulée. Alors oui, aujourd'hui, prenons 5 minutes pour appeler un proche. 5 minutes seulement. Pas pour régler toute une vie, pas pour effacer les fautes, pas pour inventer un bonheur parfait, juste pour empêcher que le silence ne gagne encore du terrain. Juste pour que demain ne devienne pas à son tour ce mot terrible que Mindy a laissé tomber sur la France entière comme un verdict. Trop tard.